betekenen een ongelooflijke aanslag op de natuur, op de dieren en op de mensen. Dit moet stoppen. Well, I was surprised one day to look up and see these, what I thought were contrails from jet planes. We do know that they do have an exhaust, and you can see the exhaust. It might last about 15 or 18 seconds, but this was something new. First of all, it lasted for an hour or more. And then it also was quite broad. And if you looked at it carefully, you can see it dripping. It's like a liquid dripping off of it. But actually, I didn't really know what it was until someone mentioned to me that these were not contrails, they were chemtrails. Chemtrail was a name given to them because they thought it had chemicals in it. The trails that persist that I've seen over the last few years are very different to any trails that I've ever seen before, and I do not understand how they persist so long. It's normally a contrail would last 1 or 2 minutes or maybe 5 minutes, but to look up into the sky and see a trail slowly drift by for an hour is very unusual. The thing which really aroused my suspicion most was when I was sat working at my computer quite late in the evening, as I often do. It was a summer's evening. It was 10:15 in the evening, June the 10th, 2005. I looked out to my right, out of my little computer room window, and I saw a grid in the sky, a grid of trails, almost perfectly square. So I got out my camera, I took a couple of shots. What was causing this grid of trails? Why was it in a grid shape? Why was it parallel lines? I hadn't seen the air traffic which had created this. How can you get a grid of trails in such a short space of time? These trails and this grid were formed in a period of about 15 minutes, I would say. And to have that much air traffic, in other words, 4 aircraft coming directly over my house in 15 minutes, does not happen. La première fois que j'ai vu des chemtrails, donc en France, c'était ici, dans l'Aveyron, au-dessus de la vallée du Lot, le 16 mai 2002. J'ai noté la date parce que vraiment, ça m'a paru très important, en fait. Ce que j'ai senti, c'était une augmentation immédiate de la température, en tout cas de l'effet de lourdeur. L'atmosphère beaucoup plus lourde que d'habitude, orageux, mais pas légèrement différent de ce qu'est un vrai temps orageux, naturel. On finit maintenant par perdre les repères naturels complètement, du moins de ce qu'on connaissait auparavant. Et donc on dit il fait lourd, il fait chaud, mais on ne se rend pas compte que
le premier effet de chaleur, il est produit par ces traînées. Pour moi, c'est net. Là, on voit des traînées nuageuses, allongées, qui viennent d'être créées par des avions, évidemment, qui ont laissé des traînées il n'y a pas 10 minutes, hein, et qui donc maintenant se dispersent dans l'atmosphère, mais enfin restent marquées, et ça fait ces espèces de traînées nuageuses. En fait, ce sont des faux nuages, et on peut voir que ça crée un voile, hein, qui est de plus en plus fréquent et de plus en plus épais. Disons que on ne retrouve plus le bleu du ciel qu'on connaissait il y a 10 ans. Voilà, il faut remonter maintenant presque 10 ans en arrière. What I've noticed in the last 10 years is that something has changed up there, and the sunbathing opportunities, such as they are, have been reduced because we have this nuisance occurring quite often now of quite strange, obviously parallel to the aircraft condensation trails, but quite strange looking condensation trails which seem to spread out and become quite pervasive, so they cover a large area of sky, and if there are several of them at once, after a while they blot out the sun. My name is Dr. Nikos Katsaros. I am Director of Research at the National Center of Scientific Research Demokritos in Athens, and I am concerned about the chemtrails. We have a large number of people that they have either taken photographs or taken videos, or they have witnessed that in the areas over the island of Aegina, over the city of Salonika, the city of Athens, Chania, Kalamata, Volos, and other places in Greece, many people, they have observed trails from airplanes that they stay on the sky for a long period of time, and by no means they are being the same as the ones that they call contrails. The main difference is that these kind of trails, they remain in the sky for a very long period of time, hours, or in some cases even for a whole day. Les traînées de condensation classiques ne restent jamais longtemps et suivent toujours des couloirs identiques. On a beaucoup les États-Unis, les vols américains qui nous survolent, les Antilles. Bon, c'est presque toujours les mêmes parcours qu'on a les vents d'ouest. Quand les vents viennent d'est, ils ne nous survolent pas en général. Et les traînées ne restent jamais bien longtemps. Parfois, il n'y a pas de traînées du tout. The other differences which I can also mention between contrails and chemtrails is that the chemtrails show a much greater variation in their look and the way that they behave than contrails. You get different types of trails. You get feathery trails, you get billowing trails, you get trails that turn into what look like cirrus cloud. We've also now started to observe chemtrails with apparent shadows, black chemtrails. We also see them from space. We can see them on satellite pictures. Aircraft trails should not be visible on satellite pictures. C'est d'ailleurs sur des photos satellites que nous verrons des traces de chemtrails de plus de 25 ans. Where they start more or less the same, sometimes the airplane seems to shoot out 4 of them at once, so that they're quite thick. So it's a sort of band of 4 trails at once. And then they seem to get
thicker, and then they seem to start to break out and become much more wide, fluffy, like sort of marshmallow or cotton wool. And then they hang around, and this is the point, they hang around then in that state without changing at all almost for anything up to an hour. Et quand l'épandage est massif, les halos solaires sont très 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 puissants. Et quand il n'y a pas de traînées ou simplement des cirrus, les halos sont beaucoup plus faibles. Et parfois, il n'y en a pas. Les halos solaires peuvent s'expliquer par le phénomène d'irisation. Le prisme, comme on apprend en chimie, c'est des très fines gouttelettes de glace et tout. Quand c'est des cirrus tout court. Alors, quand il y a des produits d'épandage, on peut penser qu'il y a d'autres particules qui se mêlent aux cirrus, d'où cela favorise les halos. Ik heb dus inderdaad contact gehad met een aantal wetenschappers. Meestal omdat die ook in de krant komen. Omdat in het interview er ook meestal een kadertje staat met een uitspraak van een professor. En als ik die professor dan contacteer, dan zegt hij, ja, maar dat is toch geen probleem, dat is gewoon condensatie. Dan zeg ik, ja, condensatie op 10 kilometer hoogte, maar die verdwijnt. Ik heb het over strepen die op 5 kilometer hoogte worden geproduceerd en die gans de dag blijven hangen. En dit kan echt niet wetenschappelijk verklaard worden. En dan haakt men af. Men heeft er geen aandacht voor. Men ziet het niet. Men ziet het niet, ja. If you look at the phenomenon in general, you cannot explain it by just burning fuels by aircraft and temperature and humidity of the air. Those contrails cannot last long. So any persistent contrail must have other explanations. Everybody in the scientific community agrees that they were involved with this kind of trails. They agree that they have no relation with the contrails. As a scientist, I have no doubt at all that there is a comparison between chemtrails and contrails. They are two entirely different phenomena. La fréquence, elle est complètement aléatoire. En fait, c'est vraiment très souvent, presque tous les jours. Mais il y a des jours sans, Dieu merci. Almeno per quanto riguarda l'ultimo anno, le operazioni di aerosol sono diventate una costante. Se fino a qualche anno fa era un'eccezione una giornata con le cosiddette scie chimiche, adesso è il contrario. Quindi normalmente abbiamo delle giornate che sono prive assolutamente di qualsiasi tipo di attività di irrorazione. Le possiamo contare queste giornate 3-4 giornate al mese se siamo ottimisti, altrimenti anche meno. Effettivamente quando arriviamo alle 9-10 di mattina già si cominciano a veder passare i primi aerei e nell'arco di poche ore il cielo è completamente coperto da uno strato uniforme che oscura il sole. Quindi è una costante ormai non avere più delle giornate di sole vero, ma delle giornate semi-oscurate o oscurate completamente. Tant'è che alcune volte all'1 del pomeriggio i lampioni della strada sono accesi. Questo indica che comunque la luminosità è tale da far accendere i lampioni delle strade automaticamente per via dell'oscurità. Yes, it's quite inconsistent. I find, for a start, on some days you don't see them at all. And it's not as though there's a particular weather, because I've been sort of observing this just as a lay person. I have no scientific training at all.
but I'm just curious and I want to know what they are. So I've been observing them for the last few years, and so I tend to take note of the kind of weather situation on any particular day when they're appearing, and also when they're not appearing, because when they're not appearing is as interesting as when they are appearing. And it's not consistent from day to day and according to particular weather patterns. So I'm already doubtful that one can associate them with particular atmospheric conditions or winds blowing or contrast between temperature up above and earth temperature and all those things, because it's not consistent according to the weather on any particular day. Dus over de frequentie van die chemtrails, ik ben dat, laten we zeggen, bewust beginnen registreren sinds ongeveer 2 jaar. En dus er zijn van die sproeidagen. Dus als het een open weer is, dan begint men te sproeien, vooral 's morgens vroeg. Soms nu ook 's nachts, maar vooral 's morgens vroeg. En ongeveer, ik denk dat er een kleine 100 dagen op de 365 gesproeid wordt. En revanche, ce qui a changé depuis 2 ans, ce qui a changé particulièrement, c'est l'amplitude et le fait qu'on a des passages et des repassages sur le même secteur aérien. On a des passages et des repassages d'appareils, d'aéronefs volant entre 2000 et 6000 mètres. And then I thought, well, if they're coming out of the exhaust of an aeroplane, there must be something different in the fuel to explain, you know, this new phenomenon. But then I think to myself, well, if it is a new form of fuel or some additive in the fuel, and I don't know whether additives in the fuel would be acceptable, so I don't know, this is just a question, then why don't all aeroplanes, under the same atmospheric conditions, produce the same types of trails? If you ask me about the metallic particles, how can they be added to the contrail, there are, I think, a few possibilities. Of course, the most easy one could be to just exhaust them in the exhaust fumes. Yeah? That is one possibility. You could also put them in the fuel. I think if there is just a very small atom or a small molecule involved, then it is basically not a problem to add it to the fuel and just to burn it together with the carbon fuels, and then they immediately come into the exit fumes. I think this is possible. As a pilot, you don't have any control over what actually goes in your tank. Someone drives up with a fuel bowser and you take so many hundreds of tons or tens of tons and you get a chit, and that's the end of it. Alors, de ces produits. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? Bon, tous ceux qui ont un petit peu cherché sur le net, ils ont trouvé barium, oxyde de barium, ou chlorure de barium plutôt, oxyde d'aluminium, de titanium, etc. Some scientists with whom we have been collaborating through correspondence, they have told us that in the universities in the United States, they have carried out these kind of experiments, that they either sent small planes and collected the samples from the air, and then they analyzed them. From the gases they collected from the sky, they analyzed and they found in high percentage quantities of aluminum and barium, which we know that they have this kind of effects to the human health and also to the environment. Le scie contengono diversi metalli e poi dirò perché. In maggior parte viene disperso trimetilalluminio, che è un metallo in forma liquida e quindi può essere usato come additivo nei carburanti. Poi viene utilizzato un altro additivo particolare che contiene sali di bario, e quindi troviamo bario e alluminio se facciamo dei rilievi in atmosfera
o del terreno o delle piante. Troviamo grossi quantitativi di alluminio e bario soprattutto, ma troviamo anche rame, titanio, litio, che è un componente che si usa nelle batterie di ultima generazione, e carbonato di calcio, che in questo caso non è un metallo ma serve per rendere sterile il terreno. Het gaat over chemische producten, ethyleendibromiede, mycoplasma, schimmels enzovoort, en over virologische producten. Sono state fatte delle analisi, certo, sia in Italia sia all'estero sono disponibili anche attraverso la visualizzazione del nostro sito, del nostro blog e siti collegati, analisi chimiche che sono state fatte sia per il terreno, sia sulle piante, sia nell'aria, analisi che evidenziano la presenza dei metalli di cui ho parlato prima. C'è per esempio anche un'analisi importante, uno studio importante che è stato eseguito nel 2003 per conto di privati e a spese di privati, ed è stato eseguito dal CNR, Centro Nazionale per le Ricerche Italiano, e questo studio evidenzia la presenza di titanato di bario, di alluminio, di rame e di ossido di titanio, oltre che carbonato di calcio. E in genere tutte queste analisi, che sono state fatte da privati e non da enti statali o comunque istituzioni preposte alla tutela dell'ambiente, questi studi concordano, evidenziano tutti la presenza dei classici metalli che vengono spesso definiti come quelli dispersi con le irrorazioni clandestine. Ici en France, les autorités, disons, on ne peut pas avoir encore d'analyse officielle, puisque par exemple Air Paris, qui mesure la qualité de l'air à Paris, n'a pas jugé bon de mesurer les concentrations d'aluminium, de barium et autres produits qui sont probablement utilisés dans les épandages. Pour en avoir le cœur net, nous prélevons des échantillons de sol dans 3 parcs et jardins parisiens pour les faire analyser par un laboratoire spécialisé. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Il y a bien du barium et de l'aluminium dans les bacs à sable de Paris. Dus dit alles komt in de atmosfeer, daalt neer op de aarde en beïnvloedt ons allemaal. Je ziet overal de ziektes toenemen. We zijn nog nooit zo ongezond geweest als nu. Doodziek zijn we. Quite a number of people, after they have observed the chemtrails, they claim that they suffer from headaches, dizziness for days. Some of them, they had also problems with the skin, like other allergies, and some of them, they were feeling weak and tired for more than a week. Suite au premier épandage que j'ai constaté, donc le 16 mai 2002, la semaine d'après, dans les jours qui ont suivi, pratiquement tous les enfants des écoles du coin étaient malades. Donc des gastro et des problèmes pulmonaires au mois de juin, fin mai, début juin. Tout d'un coup, tous les enfants malades. Bon, il faut croire qu'on s'acclimate un petit peu. C'est vrai qu'il y a énormément de gastro, beaucoup plus qu'avant. On ne peut pas savoir si évidemment, c'est sans doute pas le seul facteur, hein, mais ça doit accentuer les terrains fragiles ou fragilisés par d'autres raisons, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. On n'a pas les moyens, on va constater des courbes, hein, effectivement. Bon, c'est vrai que le plus flagrant, ça a été les écoles quasi fermées, hein, la semaine qui a suivi les premiers épandages ici. Alors, les conséquences sur la santé sont obligatoirement néfastes parce qu'il y a des chlorures, il y a des sulfates de barium, il y aurait des sels d'aluminium, il y aurait des sulfates de fer. Donc tout ça ne peut pas beaucoup cohabiter avec la nature. Donc on mange des aliments forcément souillés par ces sels. Et à long terme, il y aura un effet sur la santé, inévitable. Alors voilà, j'ai des taches jaunes et blanchâtres, un peu bizarres sur mes pieds de cornichon.
Je suis un peu inquiet, je me demande si ça ne vient pas du ciel. Avec des histoires de sel, de barium ou... Et ça peut pas être des maladies Ah non, parce que ça marche, ça va toujours bien. Je pense pas que ce soit des maladies. En 2007-2008, j'ai été très très malade, tellement que voilà, ils ont cherché un petit peu plus loin. Et très vite, j'ai été diagnostiquée spondylarthrite ankylosante, donc à l'âge de 41 ans. Et le médecin que j'ai vu, il m'a dit c'est incurable. Alors là, j'ai contacté un médecin sur Paris qui fait des recherches parallèles, qui cherche plus loin, et qui m'a fait faire des analyses où très vite on trouvait que j'avais des métaux lourds dans le sang, dans le corps, un certain nombre de bactéries assez étranges, donc métaux lourds, aluminium, palladium, nickel, un peu de mercure. Pour les bactéries, donc chlamydia pneumoniae et mycoplasma pneumoniae. Un soir, je suis derrière l'ordinateur et j'aligne les trois mots métaux lourds, dioxyde de soufre et chlamydia pneumoniae. Et donc, comme d'habitude, sur Google, il y a toute une liste de possibles recherches et je clique sur le premier, peut-être le deuxième, j'en sais plus. Et c'est du... là, je commence à lire l'article et... Alors là, je tombais de nu, il me parle que ces substances-là tombent du ciel. Et il parle des chemtrails. Alors là, je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène. Du coup, j'ai lu la description. Après, j'ai tapé donc, sur le mot chemtrail sur Google et je suis tombée sur plein de vidéos, photos qui montraient des tracés d'avions dans le ciel qui restent et qui persistent et qui seront chargés des substances comme le chlamydia pneumoniae, comme le mycoplasma pneumoniae, comme l'hydroxyde d'aluminium. Et alors là, à partir du 1er septembre, pendant 3 semaines, je n'ai pas dormi. C'était dans la possibilité que ce soit vrai, en fait, toutes mes références de vie, tous les décors de la vie tombaient. Et au bout de 3 semaines, je me suis fait une raison. Je me suis dit, c'est possible que ça soit vrai. Et c'est pas en question j'y crois ou j'y crois pas, je veux guérir. Et apparemment, je dois en savoir plus de ces choses-là pour pouvoir guérir. Dus bepaalde mensen hebben daar echt heel veel last van, vooral kinderen, kleine kinderen. Er zijn mij verschillende gevallen gesignaleerd van ouders die met hun kind, omdat het ademhalingsproblemen heeft en moet hoesten, naar een ziekenhuis gaan, naar de spoedopname. En daar zijn dan plotseling vele ouders, ook met hun kinderen, die dus op een zeer directe en fysieke manier last hebben van dus al die vuiligheid die in de atmosfeer wordt gesproeid. En dus in verschillende getuigenissen over Hans de wereld wordt dit bevestigd. En nogmaals, als men ziet welke ziekten er zijn, van ademhaling, van Alzheimer, Parkinson, multiple sclerose, ADHD, autisme, kanker, ongelooflijk. In Vlaanderen mag 30 tot 40% van de bewoning zich voorbereiden op een toekomst als kankerprocent. Dit is bijna 1 op 2. 1 op 2. Et on fume pas, on boit pas, on comprend même pas pourquoi on est malade, mais on est tenu responsable pour ça. Et personne enquête vraiment, mais comment ça se fait que soudainement, il y a tant de gens malades? Comment ça se fait? Pourquoi? En er is niemand die zich de vraag stelt, hoe komt het dat wij nu in zo'n ongezonde samenleving zitten? Hoe komt dat? Wel, dat heeft natuurlijk te maken met de algemene chemicalisering van onze omgeving. Van wat er in ons voedsel is, in de kledij,
van wat er in onze drank komt. Maar vooral, en daar ben ik dus echt van overtuigd, iedere dag meer en meer van de chemische vuiligheid die men via de chemtrails doelbewust, opzettelijk, systematisch in onze atmosfeer brengt. En daar moeten we echt iets aan doen. Queste cose sono confermate anche da diversi studiosi all'estero, come anche Michael Castle, la tossicologa Hildegard Steininger, e sono sicuramente degli eventi collegabili a un morbo, a una patologia della pelle che è definito morbo di Morgellons, che è molto diffuso negli Stati Uniti e si sta diffondendo anche in Europa e conosciamo diversi casi in Italia. Il y a des très grandes chances que cela vienne d'abord du Pentagone et ensuite par les pays satellites qui gravitent autour du Pentagone, les militaires essentiellement pour moi, pas les civils. Alors par contre, il peut peut-être avoir certains avions civils affrétés par l'armée ou qui ont un arrangement avec l'armée qui pourraient emporter des composants chimiques dans le carburant, parce que ça ne nuit pas à la marche de l'avion, hein, c'est qu'un additif. Ho notato in effetti che nel giro di pochi mesi gli aerei che rilasciavano scie sono aumentati in maniera esponenziale, il che significa con certezza che non poteva essere un traffico civile. Là, tout ce qu'on peut supposer, c'est qu'il y a un lien entre ces épandages et des activités militaires. Par exemple, intérêt de rendre l'air plus conducteur pour la conduite radar ou pour les transmissions de fréquences. Les sources existent, des sources de brevets aussi sur la composition des épandages, parce qu'effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a des brevets et ces brevets sont effectivement, semble-t-il, utilisés. Voici quelque chose d'un grand intérêt. Un brevet déposé par, je vérifie le nom, par Hughes Aircraft en 1991, qui indique clairement, je lis le texte original, une solution au problème du réchauffement climatique consiste à répandre des particules métalliques dans l'atmosphère. Ce qui suit est aussi très important. Une technique pour répandre ces particules métalliques serait d'ajouter de minuscules particules dans le kérosène des avions de ligne. Donc ça concerne aussi les avions commerciaux, pas seulement les avions militaires. Je continue. De sorte que les particules soient émises par les moteurs de l'avion lorsqu'il vole à son altitude de croisière. Ce brevet est très important. Il est détenu par une société privée travaillant pour les militaires. C'est même l'un des principaux fournisseurs du Pentagone et de l'OTAN, mais aussi de la NASA. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi font-ils ça? Il y a une fois un jeune militaire qui venait de faire son engagement dans l'armée. On parlait de ça, comme ça. Et il me dit, mais ah oui, on appelle ça la guerre non conventionnelle. D'un ton tout naturel. À l'armée, c'est normal, ça s'appelle la guerre non conventionnelle. Les pilotes de ligne, eux, m'ont à tous affirmé, tous ceux que j'ai pu interroger, que depuis l'an 2000, ils sont obligés de voler au-dessus de 8000 mètres d'altitude pour tous les vols, même les petits vols. Les cours Rodez-Paris, hop, il faut décoller, grimper à 8000, y rester 10 minutes et redescendre. Donc, les traînées et convois qui sont émises par des avions qui naviguent nettement en dessous de 8000 mètres ne peuvent pas être des traînées produites par des avions de ligne, ceux qu'on peut répertorier si on va chercher dans les registres des aéroports. Non sono aerei di linea, sono in gran parte aerei militari.
Tant'è vero che gli aerei militari hanno delle quote assegnate che non superano mai i 6.000 metri e sono comprese sempre tra i 1.500 e i 6.000 metri. L'altitude entre 2000 et 4000 mètres dans l'espace aérien, c'est celle des couloirs militaires. Nous avons filmé ces chemtrails en Provence. Difficile de croire qu'à cet endroit et à cette altitude, ce sont des avions de ligne qui sont responsables de ces traces rapprochées perdurant des heures. Et elles apparaissent de façon irrégulière dans le temps. Difficile de croire qu'à cet endroit et à cette altitude, ce sont des avions de ligne qui sont responsables de ces traces rapprochées perdurant des heures. Et elles apparaissent de façon irrégulière dans le temps. Je voyage beaucoup. J'étais en Croatie le lendemain du jour où cette république de l'ancienne Yougoslavie a rejoint l'OTAN. Je me souviens que mon partenaire commercial pointa à un moment son doigt vers le ciel et s'étonna. Qu'est-ce que c'est que ces traces? Et je me dis en moi-même, ça y est, ils ont commencé là aussi. Soyons réalistes, aucun pays individuellement ne peut organiser un tel système sans qu'il y ait des fuites. C'est donc forcément une organisation supranationale. C'est la seule possibilité. Op basis van het feitenmateriaal wordt het met de dag duidelijker dat het militaire establishment de werkelijke verantwoordelijke zijn voor deze chemtrails. Zij hebben de vliegtuigen, zij hebben de middelen, zij hebben de organisatie en zij hebben ook de plannen daartoe. Dus dit is heel duidelijk aan het worden. So we tried to get information from the military, and they just denied it. They said was no such thing, it was our imagination. Si les militaires répandent, entre autres, du barium, ils doivent forcément l'acheter quelque part. Nous avons l'idée de visiter le site internet des marchés publics de la Défense nationale en France. Après quelques recherches, la chance nous sourit. Nous trouvons un appel d'offres de la Direction générale de l'armement pour 10 tonnes de sulfate de barium. À quoi peut bien leur servir une telle quantité? À la déverser dans l'atmosphère? Nous retournerons sur le site quelques semaines plus tard. L'annonce a disparu depuis notre visite. Bizarre. Les militaires ont-ils quelque chose à cacher? Et les chemtrails sont-ils un canular, comme le prétend l'US Air Force dans une brochure officielle? If military say that this is a hoax, they could be right. I don't think so. I think it is a real phenomenon, and I think we should discuss it. Of course, if I were involved in this experiment and I had the intention of not letting everybody in on the experiments, I would also say that this was a hoax. But I'm not convinced. Ik heb een vriend die gedurende jaren met F-16 gevlogen heeft, dus een militair toestel, die nu in de burgerluchtvaart zit, die dus duizenden uren in de lucht gevlogen heeft. En die zegt, ni vu, ni connu, ik weet niet waarover u het hebt. En bijna alle piloten zeggen, we weten niet wat chemtrails zijn. Er is voor ons echt geen vuiltje aan de lucht. Now, some information has been leaking out. Some of it is, there's always a propaganda. The military has a way of telling you they're doing something good. And so one of the explanations for this is that it's a counter to global warming, and that by putting metals into the air, they can reflect the sun's rays upwards and away from the earth. And so this is an effort to cool the earth. It doesn't make much sense mathematically if you look at the surface of the air over a city, and you know these little lines are not going to reflect very much sun back. So I really don't buy that.
effectivement, quand ils épandent de l'aluminium, ça va augmenter, sur une couche déjà nuageuse, ça va augmenter l'albédo, donc la réflexion des rayons solaires, donc augmenter le froid. Mais ce qu'on nous balance le plus souvent, c'est du barium, de chlorure de barium. Et c'est donc ce qu'il y a dans ces petits sachets dessicateurs là, hein, qu'on trouve dans toutes nos boîtes de chaussures, d'appareils photo. Ça a pour propriété d'absorber l'humidité. Toen ik al abnormaal veel beweging zag in die zin in de lucht boven de plaats waar ik woonde. Het heeft dan nog een paar jaar geduurd tegen dat ik daarop werd gewezen. En het heeft dan nog een tijdje geduurd tegen dat ik het werkelijk wilde geloven. Dat die zaken bestaan en dat die zaken inderdaad dus wel degelijk schadelijk zijn. Want in zaken plantvitaliteit en boomvitaliteit krijgen we een eigenaardig fenomeen. In die zin dat bomen in het voorjaar zeer moeilijk op gang raken. En in het najaar, of liever in de zomer, reeds zeer vroeg hun blaren beginnen te verliezen. Wat wijst op een tekortkoming in zaken immuniteit. En we zien ook een continue uitbreiding van ziekten en plagen, wat op zeer eigenaardige redenen wijst. Tous ceux qui cultivent la terre, jardiniers, agriculteurs, constatent, sans forcément faire le lien, que la terre se dessèche terriblement vite. Beaucoup plus vite qu'auparavant, dans les mêmes conditions de pluie, etc. Et c'est simplement qu'il y a ce chlorure de barium qui absorbe l'humidité, qui la tient en rétention dans l'atmosphère. Et il faut savoir une chose qu'on oublie trop souvent de nous dire, que le facteur numéro 1 de l'effet de serre, et de loin, c'est la vapeur d'eau. Donc, tenez des particules d'eau en suspension dans l'atmosphère, et qu'est-ce que vous allez faire localement? Vous allez augmenter l'effet de serre. Donc la chaleur, l'augmentation de température localement, elle est produite par les chemtrails. Sur l'effet des chemtrails sur les plantes, enfin en faisant la relation directe, ce que j'ai pu observer, c'est des formes de dessèchement des feuilles. Par ailleurs, il est clair que par temps d'épandage répété, on a un phénomène de croûtage de la terre. Je ziet het ook in de natuur. Bomen, sterke bomen, die beginnen te sterven. En men legt dat uit waarom. Rond een boom is ook een elektromagnetisch veld, die normaal gezien moet draaien met de zon mee. En ten gevolge van vooral de zware metalen en de straling die er opgestoken wordt, draait dat elektromagnetisch veld andersom, negatief, dus tegen de zon in. En dat heeft voor gevolg dat die bomen sterven. We hebben ook, zowel in België als over Hans de wereld, massale sterfte bij de bijen. Massale sterfte. En ook dat is de gevolgen van de chemtrails en de straling die er opgezet wordt. Want die bijen die vliegen op het elektromagnetisme en doorheen heel die actie wordt dat verstoord. Dus die raken verdwaald en die sterven. Donc toute la chaîne de vie sur Terre, les animaux, les humains, les plantes, les arbres, les insectes, tout le monde est touché, et sans distinction. Début août 2003, au moment de la fameuse canicule qui a tué tant de gens, et c'était le jour le plus chaud de cette canicule, on avait eu la bonne idée d'aller faire une excursion en famille au plomb du Cantal. Donc on était parti la veille, on avait campé à 1 heure ou 2 heures de marche sous le sommet, et là on a pu voir des épandages, mais incessants, dès le petit matin, hein, et la température augmentait considérablement. Même à 9 h du matin, en haut du plomb du Cantal, il faisait déjà une chaleur étonnante. Hein. Donc évidemment, quand on est redescendu dans la vallée, c'était pire que tout. Et donc, il y avait des quadrillages, ils sont passés sans relâche. Et les avions passaient sans relâche au-dessus de cette région un peu déserte, qui sont les monts du Cantal quand même. Au tout départ de l'histoire, j'étais tout à fait accueillant à la théorie de l'épandage
pour limiter l'effet de serre ou pour réverbérer le rayonnement solaire et nous accorder une température bienveillante. Mais quand j'ai constaté des épandages de nuit qui effectivement créent un ciel voilé, donc un effet de serre local, je me suis mis sérieusement à penser qu'il y avait quand même anguille sous roche par rapport à la théorie effet de serre. There's another more technical explanation that says it's being used for over-the-horizon radar. So these make pathways in the air so that the radar can follow it around a bend. And so they use it, they say, to protect airports and that sort of thing. I don't know. Perché vengono usati questi metalli? Perché le scie chimiche funzionano nell'ambito delle attività di ARP. ARP, che in italiano si definisce una stazione per la sperimentazione delle alte frequenze in atmosfera, è una base, per la verità le basi nel mondo sono almeno 5, ma la principale si trova a Gacona, in Alaska, è composta da 180 antenne che lavorando all'unisono emettono delle frequenze verso la ionosfera, sparano delle onde elettromagnetiche verso la ionosfera, la riscaldano, la deformano e questa deformazione funge da una sorta di lente, di specchio, che permette di riflettere queste onde elettromagnetiche verso terra. Le scie chimiche servono come corridoio elettromagnetico per queste onde che vengono usate dalle stazioni ARP sul tipo della stazione a Gacona. So I actually went up to Alaska to see the HARP project. It's an array of transmission towers. They're about 80 feet tall and they're spaced in a rectangle like a grid. It's a huge array of monstrous towers, projection towers. They are synchronized so that they can concentrate a beam of radio frequency to the ionosphere. And what comes back is ultra low frequency, which they're using to do deep Earth tomography. So they're studying the interior of the whole planet. Much of their money goes to that. They can find all kinds of underground facilities, and they are mapping the inside of the Earth. They also pass these rays right through people. It's a low frequency range, which very often in the range of the human nervous system, which is very worrying. Infatti si è recentemente verificato che le frequenze che passano dai 3 ai 12 Hz possono influire sullo stato d'umore. Intanto possono interferire sulla fase REM, quindi sul sonno e sul sogno. Possono inibire il sogno o far sì che il sogno sia differente. Possono far sì che una persona possa diventare depressa, apatica, allegra, violenta. Dipende dalla frequenza che viene sparata e riflessa con le scie chimiche verso il terreno e quindi verso i cittadini. Cosa fondamentale che avranno notato in molti è che le irrorazioni si fanno molto pesanti, vengono attivate proprio sopra i centri abitati. Quindi io penso che l'obiettivo principale non sia tanto la modificazione climatica, che è una conseguenza delle attività di irrorazione, ma il controllo della popolazione attraverso sistemi diversi. C'est ce que nous confirme un militaire hors caméra. Tandis que nous filmons ces images à Paris, nous constatons qu'un avion vient juste de passer au-dessus de nous. La trace s'élargit déjà, mais elle ne commence nettement qu'au-dessus de la ville. Comment est-ce possible? Comment l'expliquer autrement que par une intention volontaire?
Surtout que le lendemain, à Lyon, c'est pareil. La traînée ne flotte qu'au-dessus de la cité. One of the other key factors is broken trails. If you watch the chemtrails, you will quite often see that they break, that they're broken. You'll see some trail, then a blank space, then some trail. Now, there are only two possible reasons for a broken trail. One is that the aircraft turns its engine off temporarily. The other is that the air temperature and the air humidity varies over a small period of, over a small space, which doesn't happen because the wind currents would mix the air to be a uniform humidity and temperature over a small region. You wouldn't get small-scale variations, but you do see this with breaks in the trails. Nous reverrons ce type de chemtrail dans d'autres pays, comme ici à Gand, en Belgique. D'après notre militaire anonyme, c'est normal. Il y aurait près de 400 programmes de chemtrail dans le monde. I'm not sure how widely dispersed in the globe are these chemtrails. I can say where I've seen them, and I've seen them over England, I've seen them over Geneva in Switzerland, I've seen them over Paris, and I've seen them all over in North America, Canada, and the United States. Aux États-Unis, il y a même un site internet qui vend des alertes quotidiennes aux chemtrails. Nous ne pouvons juger le sérieux de cette offre. I remember coming in on a plane over Paris one time, and I never saw so many crisscrossed lines, all broad, all dripping, and they were above the clouds. And it was kind of scary because when you got down to the ground, there were clouds in the way, so you didn't get the full effect of this screening.
Qual è la situazione in Italia? Attualmente in Italia le attività di aerosol si sono intensificate in maniera notevole, specialmente nell'ultimo anno. Quindi attualmente direi che a livello del territorio italiano siamo ad una copertura totale. Or, en fait, on s'aperçoit que c'est pas local, c'est partout. Quand on prend sa voiture et qu'on traverse la France, si c'est un jour d'épandage, il y en a partout. On peut les suivre, ils sillonnent le ciel de France et de partout où qu'on soit, on les voit. Le vent se chargeant aussi de faire dériver les traînées, mais on en voit, c'est hallucinant, on en voit partout, de ces avions qui épandent en même temps. À Paris, un jour de juin, nous laissons tourner la caméra pendant 1 heure, soit la durée d'une bande. En accéléré, le résultat est édifiant. Le ciel est couvert de ces traces qui ne disparaissent pas et dérivent effectivement avec le vent. Donc il y en a partout. Hein. Je ne connais pas d'endroit qui en soit exempt, que ce soit au-dessus des villes, au-dessus des campagnes, des montagnes et au-dessus de la mer. Au-dessus des régions côtières, les traînées se dissipent plus rapidement parce qu'il y a pas mal de vent, mais ils passent aussi. Hein. J'en ai vu pas mal au-dessus des côtes atlantiques aussi quand j'y suis allé. Sur l'Irlande, nous remarquons beaucoup de quadrillages à l'ouest de l'Irlande, très souvent au large, en mer. Voilà, parce qu'il y a des épandages en mer aussi, bien entendu, pas que sur les terres. Alors, par un satellite météo sur Internet, nous avons pu aussi mettre en évidence des épandages synchrones entre la France et l'Espagne. Donc il y aurait un degré de coordination important dans ces opérations. Allora, il progetto Chemtrails parte con l'idea di diffondere queste attività di aerosol in tutto il mondo. Quindi se il fenomeno ha avuto origine, almeno apparentemente, da quello che si ha da alcune testimonianze, in Canada e negli Stati Uniti, purtroppo abbiamo notato che a mano il fenomeno si è diffuso in Europa, poi per quanto riguarda i paesi occidentali, poi è andato ad espandersi nella Europa orientale, nei cosiddetti paesi dell'est, comunque adesso è un fenomeno diffusissimo in tutti gli stati della NATO e abbiamo notato che purtroppo è un fenomeno presente anche in molti stati africani, dove tra l'altro ci sono temperature che non possono in alcun modo spiegare il fenomeno della condensazione, eppure molti paesi africani sono devastati da queste attività di aerosol. Ainsi, nous enverrons à plusieurs reprises à Casablanca, au Maroc. Cette fois, c'est au Moyen-Orient que s'étendent ces chemtrails, sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, bien au-dessus des nuages. Nous pourrions presque les toucher. Ik heb ondertussen geleerd dat er 2 soorten chemtrails zijn. Enerzijds de chemtrails die door militaire tankervliegtuigen worden gesproeid op een hoogte van ongeveer 5 kilometer. En die stoffen komen relatief vlug naar beneden. Anderzijds heb je de chemtrails die geproduceerd worden door burgerluchtvliegtuigen, waar dus die stoffen in de brandstof zitten. En die stoffen blijven op de hoogte van ongeveer 10 kilometer gedurende 1 à 4 jaar hangen. Depuis combien de temps dérivent ces traces au-dessus de l'Inde, pied de l'Himalaya? Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais enfin, j'ai trouvé
un article du journal sur Internet qui parle que les militaires indiens ont fait descendre un avion, ont fait atterrir un avion qui justement épandait des chemtrails. Et donc à l'atterrissage, ils ont vu que c'était un avion russe avec un pilote américain. Bon, les sources, je n'ai jamais pu vérifier si c'est vrai ou faux. Et la même chose apparemment est arrivée en Nigeria, en Afrique. Pareil, je n'ai pas suffisamment de matière pour savoir si c'est vrai ou faux. Effectivement, nous avons filmé à New Delhi des chemtrails tout frais, si l'on peut dire. Rien à voir toutefois avec les épandages massifs de l'Europe et de l'Amérique du Nord. C'est pareil en Chine, où nous n'en avons pas vu, sauf à Canton. Cette trace restera une journée entière au même endroit. Qui l'a provoquée ? Je crains au niveau des chemtrails que cela s'aggrave, surtout que l'OTAN s'est agrandie de nombreux pays et tout, et quand même que l'action des phénomènes ARP et des chemtrails partent du Pentagone. Donc je pense que beaucoup d'armées vont utiliser ce moyen d'épandage. Face à ce que j'ai constaté fin mai 2002, je me suis dit tout de suite, il faut réagir. J'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé localement la météo, l'aéroport et la gendarmerie. Bon, les plus courtois et les plus à l'écoute, ça a été la gendarmerie. La plus grosse langue de bois, c'était la météo. Voilà. Quant à l'aviation, l'aéroport civil, ils n'ont pas répondu grand-chose. Dans la foulée, j'ai cherché à contacter les organisations écologistes, Greenpeace, les Amis de la Terre et plusieurs autres. Et je me rends compte que je ne suis pas la seule. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes certainement plusieurs centaines à leur avoir écrit depuis 7 ans donc, à ce sujet. Et il y a 3 réponses possibles. Alors, pas de réponse. Soit ça n'existe pas, avec un brin presque d'ironie en se moquant de vous, soit ce n'est pas dans notre champ de compétences, on verra plus tard. Alors, j'ai envie de dire aux gens de Greenpeace, regardez le ciel. So I really took the attitude that I was going to collect this data and use it to challenge people who should know more about the subject than I do. And once I'd compiled this report over a period of a few days, I then sent this report off. As I say, I sent it to the Department of the Environment, I sent it to the Department of Transport, and I sent it to Greenpeace and the World Wildlife Fund, and I awaited some kind of response. The first people to respond was the UK Department of Transport, and their basic response assured me that all I was seeing was ordinary aircraft trails. To say that chemtrails don't exist and that everything is a contrail goes contrary to scientific observation. Chemtrails have been substantiated not only by observation but by photography, by actual measurement, by taking the samples on the ground of what is being emitted by these chemtrails. So it has been pretty well documented. And it's not helpful at all to refuse the evidence that is sitting in front of you. I was also actually directed to another body called NATS, which is I think the National Air Traffic Service. But they also didn't give me any information as to what these aircraft were.
So the conclusion from this is I'd concluded that these aircraft trails were not ordinary contrails because they didn't behave like contrails. They lasted for too long. I'd asked for official confirmation of the aircraft which caused these trails and wasn't given any. Nobody could give me this information. And some years ago, people have asked me this question, and since that time I started to investigate it. And I've even written a letter to our Minister of Transport, who has then sent me to the meteorological people, which I visited. And also they cannot explain the phenomenon. They do realize that man-made cirrus clouds, which they call them, they don't have an exact name for them, are influencing our weather, but they don't investigate it. So they just accept it as a phenomenon which we have to live by, and that's it. And all the other questions, they got a lot of questions there asking from worried people about what this phenomenon could be all about. And they all say, well, it's nothing to worry about, which is not convincing for me, and it's absolutely not taking away my worries about what is going on. Well, in a group of active scientists and civilians that we have formed here in Greece to take action against the chemtrails, we have approached people in the parliament, and they ask questions to the parliament, and they ask also questions to the European Commission, but so far we have not received satisfactory answers. The Ministry of the Environment mentioned that this is only ordinary effects. The Ministry of Agriculture, they responded that this is kind of trying to produce rains by seeding into the clouds. The Ministry of Defense says that we are not aware of this kind of effects. So no satisfactory answer has been given, although it is a fact from those people that they have witnessed and see the chemtrails, that the chemtrails, they exist with an unknown effect to the environment up to now and an unknown effect to the health of people. Fin da subito devo dire che quando abbiamo aperto il blog non conoscevamo in quale inferno dantesco ci eravamo infilati. Perciò i commenti, per esempio, non erano moderati sul blog e abbiamo cominciato a ricevere una serie di insulti e di minacce di vario livello e vario spessore da parte di anonimi, ovviamente, che ci consigliavano in modi diversi di lasciar perdere. Mano a mano che è passato il tempo, queste minacce sono diventate più organizzate. C'erano persone che sembravano particolarmente interessate e attivate quasi 24 ore su 24 solo per costantemente tenerci sotto pressione attraverso insulti, minacce e altre cose di questo genere. En tant que citoyen, il est très difficile de combattre ce phénomène. E anche in ambito della vita reale abbiamo subito dei danni, soprattutto alle vetture, che sono state danneggiate più volte, e sicuramente perché poi abbiamo avuto la conferma, non solo per quanto riguarda noi, ma anche per quanto riguarda altri attivisti, che alcune persone, alcuni attivisti vengono, come si può dire, vengono pedinati, controllati da persone di zona, che quindi conoscono i vari nostri spostamenti. Tant'è vero che ultimamente abbiamo avuto anche la conferma definitiva che queste persone che sono attive nell'ambito della disinformazione hanno accesso, per esempio, all'anagrafe tributaria e quindi sono in grado di sapere tutte le attività fiscali che ognuno di noi può avere o può aver avuto. Quindi sappiamo che in questo ambito c'è una disinformazione che viene sicuramente finanziata da organi governativi, finanziata e organizzata e tutelata. Non, pour l'instant, je n'ai pas eu de pression pour l'instant, non. Mais plutôt des manques de réponse. De politiek
Ik heb een brief gestuurd naar alle parlementairen om dit aan te klagen. Ik heb geen enkele reactie gehad. Dus dit is heel merkwaardig. Ik ben zelf 30 jaar in de politiek geweest. Ik sta nu aan de andere kant. Ik probeer de aandacht van de politiek te vatten. En ik slaag er niet in. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, la question du député hollandais Eric Meger du Parlement européen à la Commission européenne à propos des chemtrails. C'est la première fois qu'une personnalité politique à l'échelon européen interpelle ouvertement sur cette question des chemtrails. C'était donc le 10 mai 2007. Voici un extrait de sa question écrite. Donc il lui a été répondu en juin 2007 par M. Stavros Dimas, qui est commissaire européen à l'environnement. Donc je vous lis la conclusion de cette réponse. Aucune des substances auxquelles il est fait allusion n'est dangereuse en soi, mais certains effets sur l'environnement et la santé publique ne peuvent être écartés si des relâchements à grande échelle se produisaient. Comme indiqué ci-dessus, la Commission n'a connaissance d'aucune preuve suggérant qu'il y a des raisons d'agir. Voici donc un commissaire européen qui nous dit qu'il y a peut-être bien quand même des risques pour la santé et l'environnement en cas de relâchement à grande échelle, comme ils disent, mais qui ne voit aucune raison d'agir. Pourtant, à Bruxelles aussi, il suffit de regarder le ciel. Stavros Dimas recevra même une récompense de commissaire européen de l'année 2008. Nous lui avons demandé une interview au sujet des chemtrails, sans succès. Est-ce que vous connaissez les chemtrails? Écoutez, oui, c'est toujours les questions, c'est encore, si vous me posez une question scientifique à laquelle je ne peux pas répondre. Il y a un débat des scientifiques, il faut continuer à suivre ce débat, et quand la communauté scientifique aura trouvé la réponse, ils se seront mis d'accord, on pourra en tant que politique se l'approprier. C'est complètement idiot qu'en tant que maintenant responsable politique, je prenne parti pour des scientifiques contre les autres. C'est pas dans mes capacités. Dus ik heb al heel wat initiatieven genomen gedurende 2 jaar. Dus tientallen klachten bij de politie. Ettelijke telefoontjes naar allerlei overheidsinstellingen. Het laten stellen van parlementaire vragen. Maar je komt altijd met hetzelfde geconfronteerd te worden. Ten eerste, er is geen probleem. Ten tweede, er wordt geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ten derde zijn er dan natuurlijk ook geen wetenschappelijke resultaten. Dus ten vierde, er is geen probleem. Dus het is deze vicieuze cirkel die ik wou doorbreken. En midden augustus was het mij te veel. Dan heb ik gezegd, wij moeten iets doen. Ten eerste op het vlak van de chemtrails heb ik dus klacht neergelegd bij de onderzoeksrechter met burgerlijke partijstelling. Dus ik heb €250 betaald. En nu is men verplicht om dit fenomeen te onderzoeken. Wat men er ook over denkt, men is verplicht om het te onderzoeken. En over heel Vlaanderen zijn er nu mensen zoals ik die registreren. Telkens wanneer ze de strepen zien passeren. Die naar de politie stappen
en vragen dat het daar wordt neergelegd in een procesverbaal. En dus op die manier wordt het fenomeen in kaart gebracht. Kan men ook nagaan welke vliegtuigen het zijn, van waar ze komen, waar ze naartoe gaan en wie de opdrachtgever is, kan men stalen nemen van de brandstof of zien wat ze vervoeren. En France aussi a été déposée une plainte. Donc le dépôt de plainte, il a eu lieu au printemps 2009. Alors, au stade dépôt de plainte, on n'a pas de qualification de la plainte, mais je n'ai pas eu la possibilité de faire de photocopie, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui était acté, c'était épandage de substances inconnues dans l'environnement. Et le deuxième point, modification et perturbation des équilibres climatiques. Ça, c'est les deux points forts qui ont été retenus, avec trois photos qui ont été retenues sous forme de scellé, bien que j'en ai gardé la propriété, mais je dirais que copie internet a été prise et envoyée au procureur de la République de Vannes, quoi. Depuis, je n'ai toujours pas de nouvelles de cette plainte. Cette plainte était à mes yeux, et on en a reparlé depuis, surtout un acte symbolique fort, qui était dans le sens d'interpeller les pouvoirs publics, de voir s'ils se portaient bien garant des équilibres climatiques, puisque nous avons quand même une constitution qui parle de l'environnement, donc on était un petit peu aux aguets là-dessus. Bon, là, on n'a pas encore de manifestation forte dans ce sens-là, mais nous attendons. Oui, il y a de nombreux gens qui ont déjà essayé de porter plainte dans les gendarmeries, enfin de demander des enquêtes en Belgique, en France, sûrement ailleurs. Pour l'instant, côté officiel, on a très peu de réactions. Et bon, si ça reste comme ça, je pense, là on a réuni quand même pas mal de preuves, il y a beaucoup de gens qui ont fait des analyses, bon, on a vraiment des données quantifiables, donc je pense qu'il est temps de penser à une action en justice, et ça peut même être donc, au Cour international de La Haye. Alors j'ajoute un élément supplémentaire au débat. C'est celui des nuages. On observe depuis 2002 donc, des nuages aux formes et aux couleurs qui étaient inconnus auparavant. Exemple, le cirrus fibriatus, etc. Des cirrus qui d'ailleurs se trouvent en dessous des cumulus, ce qui est un paradoxe. Bon, eh bien, ces nuages-là ont été tout bonnement incorporés aux nouvelles nomenclatures de nuages. Néanmoins, si vous recherchez des nomenclatures de nuages d'avant l'an 2000, vous ne les trouverez pas. Ils n'existaient pas. J'ai discuté avec des personnes d'un service météorologique et ils m'ont clairement expliqué que les contrails, pourtant d'origine humaine, sans même parler des chemtrails ou de l'ensemencement des nuages, doivent être classés comme des cirrus d'après l'Organisation météorologique mondiale, l'agence supranationale. Or, ça fait une énorme différence car un cirrus est un phénomène naturel, tandis que les contrails sont artificiels avec une composition différente. Il s'agit d'hydrocarbures et de CO2. Ça n'a rien à voir. La poste américaine a même créé un bloc de timbres pour entériner ces nouveaux nuages. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que ça devient normal. Les enfants qui ont moins de 10 ans, ils n'ont jamais vu autre chose qu'un ciel chargé de traînées chimiques. Donc ça leur paraît, le ciel leur paraît normal, c'est normal. Pour les adultes aussi, puisque les Danois, par exemple, choisissent une photo avec des chemtrails pour illustrer un plan de Copenhague. Nous en avons même vu dans des épisodes de la version colorisée de Zorro. If we are modifying the weather by any artificial means, then I think if we are doing that, we don't know about it. Also, my colleagues don't know about it. And if we are doing that, the outcome of this experiment, this geoengineering experiment, is absolutely uncertain. We don't know, basically, then what we are doing.
And that worries me. However, the question remains, why this secrecy? Why they do not open up the problem to the whole of the scientific society? Why they don't say exactly what the experiments they do, for what purpose, in order everybody in the world it can serve for the benefit of the humankind? En fait, la réponse est assez simple. C'est une violation de presque toutes les lois internationales sur la souveraineté, car chaque pays possède la souveraineté sur son espace aérien. Si quelqu'un venait à savoir que ces traînées contiennent des particules métalliques, il s'agit là encore d'une violation des lois internationales. C'est totalement interdit. C'est pourquoi il n'en parle pas. I think the secrecy of the military is something that is just in many ways destroying the civilian economy because they are allowed to do things and then declare them secret for national security. Well, my security depends on air, water, and land and food. And so if they are doing something in my air, I have every right to know about it because my security is essential to national security. And so this secret wall between what the military does and what the people are allowed to know is wrong. Absolument, il y a dans les commissions respectives, effectivement, le problème des militaires et que, en fait, les politiques militaires sont une partie du problème de la dégradation climatique, c'est évident. Et maintenant, c'est dans tout le raisonnement sur justement la démilitarisation, le désarmement. Je crois que la dimension climatique est une nouvelle dimension qu'il faut introduire dans l'argumentation sur le désarmement. Oui, mais au sommet de Copenhague, il n'est question que de CO2, pas de la dégradation climatique par les militaires. Selon un délégué avec lequel nous avons discuté, plusieurs pays auraient menacé autrefois de boycotter les sommets de Rio ou de Kyoto si la question militaire était abordée. Mais il y a toujours une tentative des États de ne pas vouloir questionner les militaires. La transparence, c'est quelque chose de très compliqué pour les gouvernements. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas parler du militaire, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit attaquer, qu'on doit refuser. I think that wall of secrecy has to stop. And I think environmental investigations have to include the military. The military has to be responsible in the court of law for whatever they do. Oui, mais le premier obstacle, c'est que les gens n'ont jamais entendu parler des chemtrails. Et que même face aux évidences, ils ne veulent pas y croire. Parce que ça heurte toutes leurs croyances, ça bouscule toutes leurs références dans leur vie. Et ils seront obligés de tout remettre en question, et ça, la plupart des gens ne peuvent pas. La prima reazione della gente, delle persone, quando parlo loro del fenomeno delle scie chimiche è l'incredulità. Anche se vedono queste scie nel cielo, spesso non vogliono pensare che esista qualcosa di così malefico e per lo più, se vogliono approfondire la questione, cercano su internet e sono contenti solo quando trovano un sito che nega l'esistenza delle scie chimiche. In realtà basterebbe guardare il cielo e osservare che certe volte passa da azzurro a bianco nel giro di 2 ore perché passano decine e decine di aerei che lasciano scie persistenti, che si espandono e che coprono vaste zone del cielo, trasformando il cielo da azzurro in bianco, mentre nei siti che negano l'esistenza delle scie chimiche. If I talk to colleagues about this, they don't recognize the problem. They see a contrail and they see an aircraft. So they put 1 and 2 together and they say, well, it's normal. I think they have forgotten how the skies looked like a few years ago. And then they have the answer that they say, well, there is more aircraft traffic going about. But that doesn't change the principle. If you have one aircraft doing a contrail, it should disappear.
And if you have one aircraft doing the spraying, you have one big persistent contrail. It doesn't matter if there are 10 or 100 aircraft, the phenomenon should be the same. So just the increase in air traffic is no explanation for this phenomenon. So most of the colleagues don't recognize the phenomenon and they don't see it as a problem. And that also worries me. Quand on parle des chemtrails, souvent les gens me sortent « Ah, c'est les théories du complot ». Et je dis non, moi je ne parle pas du théorie du complot. Moi je parle d'un scandale, un immense scandale. Et il faut que ça s'arrête. You know, what we see, what we hear, and what many people see and many people hear is a much more solid basis for belief than what somebody claims. So I don't buy the secrecy and I don't buy the lies. Il faut vraiment que les gens se réveillent. Il y a urgence. And so I don't know what we can do to wake people up to this pattern, because I think it is generally destructive of civil society. And somehow people need to tell the difference between contrails and chemtrails. They need to look at the sky. They need to see when it's normal and when it isn't normal. All you need to do is go out and look at the trails for yourself. Just spend some time watching the sky and you'll see the trails yourself. You can tell the difference, and I think anybody who's a serious sky watcher can tell the difference. You can take photographs, you can check on the internet, you can see pictures of it on the internet, and you can see discussions of what it might be about. But until people become vocal and start asking questions in a serious way, the military can do what they want, and we have no way to say yes or no to it. It's just happening in our world. Daar ben ik dus 100% zeker van, en daar geloof ik in, dat de waarheid uiteindelijk zal zegevieren. Hoe erg men het nu ook probeert tegen te houden of te vertragen, de waarheid zal zegevieren. En ik ben daar met inzet van al mijn tijd en energie en autoriteit toe bereid om me daar als een pitbull terrier voor in te zetten en ervoor te zorgen dat die waarheid boven water komt en dat dat wordt beëindigd. Perché lo fate? Beh, questa è una domanda fondamentale alla quale bisogna rispondere in maniera chiara. Innanzitutto noi non abbiamo nessun interesse economico per quanto riguarda questa attività di ricerca e di divulgazione di certe informazioni scomode per l'establishment. Il problema fondamentale è che su questo argomento sicuramente non c'è copertura finanziaria da parte di nessuno e quindi tutte le spese che abbiamo così affrontato in questi anni sono chiaramente soldi che sono stati investiti per il bene della verità. Noi certamente abbiamo a cuore fin dall'infanzia i temi ambientali e quindi quando abbiamo visto che il nostro ambiente, il clima, la salute erano chiaramente minacciate da attività di questo genere, non ci siamo potuti esimere dall'attivarci in maniera seria per poter contrastare al meglio quello che viene fatto tutti i giorni alle spalle dei cittadini inermi e inconsapevoli. En ik doe dat uiteindelijk. De voornaamste reden waarom ik dit doe is dat het mijn bijdrage is om de kosmos te redden. En ik doe dit omdat ik een optimist ben en omdat ik heel veel vertrouwen heb en dat ik een hele grote liefde heb voor de mensheid, voor de wereld, voor het leven en voor God.
Se lotto contro le scie chimiche e denuncio questo fenomeno è ovviamente perché desidero costruire un mondo migliore per me, per i miei figli e per tutta l'umanità. Je le fais pour moi-même, pour tant de gens qui sont injustement malades, pour mes enfants, pour ma famille, mes amis, pour tout le monde. Et j'adore le ciel bleu. Et je me bats donc, pas contre les chemtrails, mais je me bats pour le ciel bleu.